Oui, vous ne rêvez pas, nous allons parler amore aujourd'hui sur la chaîne. Je pensais pas un jour dire ça. Je suis pas dit en 2026, il faut voir le côté positif. Non, cette vidéo, je la dédie à vous, mes abonnés qui n'aimaient pas véritablement la romance, qui risquent de peut-être trouver des pépites malgré tout. On a vu du cocu, on en a vu de l'infidèle, on en a vu du fou du bus avec sa relation bizarre et horrible avec les femmes et autres. Non, aujourd'hui, on va parler littérature, un peu plus globalement, littérature d'imaginaire pour les adultes, puisque depuis quelques années, le marché de l'imaginaire commence à être dominé par ce qu'on appelle la fantasy romantique, traditionnellement était portée par des textes par exemple comme Kuchiel, et qui s'est transformé peu à peu en ce merveilleux terme que vous connaissez de la romantésie. La romantésie, c'est un univers où le nœud principal du texte réside dans la relation amoureuse. L'enjeu principal, c'est la relation amoureuse avec un fond d'imaginaire. C'est pas moi qui l'invente, c'est la définition que consacre la recherche et c'est la définition qu'on donne de la fantaisie romantique depuis des années. C'est donc un sous-genre de la romance qui mêle de l'action avec de la fantaisie. La romance prend le pas sur le reste, sinon on est sur de la fantaisie avec une histoire d'amour, et je tiens à le répéter parce que c'est un argument qu'on me donne souvent et ça commence un petit peu à me lasser. C'est pas parce qu'il y a une putain d'histoire d'amour dans un livre de fantasy que c'est de la romantésie. Il va falloir arrêter de mettre la romantésie à toutes les sauces parce que de une, ça ne plaira pas au lecteur de romantésie, c'est pas ce qu'il cherche, l'imaginaire. Lui, il cherche du cul et de la romance, donc il sait pas ce qu'il cherche. Donc pourquoi me mettre des textes qui n'ont rien à voir avec le nœud narratif principal de la romance, tout ça parce qu'il y a deux pélos qui font crac crac boum boum dans un coin avant la bataille. Non, c'est pas ça. Mais il n'empêche que dans la fantaisie, la romance, elle date pas d'hier. Les grands textes d'imaginaire sont basés aussi sur des romans. La figure romantique est présente dans énormément de livres de littérature. Si on doit prendre la proportion de livres qui ne parlent pas d'amour et de livres qui parlent d'amour, je pense qu'on est quand même sur une majorité qui parle d'amour. Rappelons par exemple que l'Odyssée est quand même le retour de Ulysse à Ithaque pour retrouver sa chère petite Pénélope de femme. Donc voilà, c'est emblématique. Aujourd'hui, on va pas blatérer édition. Aujourd'hui, j'avais envie de présenter des romans d'imaginaire adultes qui sont de la fantaisie. L'enjeu principal du texte, ce n'est pas crac crac boum boum, c'est une histoire de quête, d'épique, voilà, qu'importe l'histoire, où la relation amoureuse a quand même du sens puisqu'elle est quand même importante dans le texte. Et donc c'est une vidéo qui s'adresse aux amateurs de romantésie, je voudrais dire des livres de fantaisie un peu plus aboutis, un peu plus poussé avec un univers un peu plus dense, et c'est aussi un moyen pour nos chers amateurs de fantasy qui sont un peu perdus de nos jours face aux sorties et aux publications. J'ai lu ces textes-là, en fait, j'ai bien aimé la romance, où il y a un peu de romance, peut-être que ça va m'aider à faire la transition. Bref, on va parler du love aujourd'hui. Un sujet sur lequel je ne suis pas compétente. Je suis pas contre une bonne petite histoire d'amour. La romance, c'est pas ce que je cherche, et c'est plutôt depuis quelques années ce que je suis en imaginaire, parce que je trouve que c'est toujours les mêmes tropes, toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes personnages qui sont mis en avant. Parlons de séries qui m'ont bouleversée par le fait que c'était touchant, où je me suis dit c'est quand même bien de s'aimer dans le monde. En même temps, des textes qui peuvent aborder cette question de façon un peu plus poussée que une petite amourette où tu es mon âme sœur et on va faire notre vie ensemble. Avoir des textes qui sauront plaire aux amateurs de fantasy et aux amateurs de romantésie dans un monde meilleur. Voilà. Miss France a fini son discours et va vous rappeler qu'on se retrouve donc avec les Trois Nornes sur ces dates. Ce week-end, on est à Normania, voilà. Pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'elle a fait, Lorraine? Elle a vendu des livres entourés de vikings suants, et ça n'a pas de prix. Ensuite, on se retrouvera au Salon du Livre de Bondu, donc à côté de Lille. On sera à Trolls et Légendes en Belgique, et on sera aussi à Imaginali. J'attends encore des dates, je vous mets ça en lien Instagram. Et voilou, ne soyez pas déçus. Et parlons d'amour, puisqu'une très bonne histoire d'amour peut convaincre un lecteur qui n'est pas forcément friand de ça. Et je pense sincèrement, après moultes années, que je suis juste hyper exigeante en termes de relations amoureuses. Moi, ça me suffit pas d'avoir des âmes sœurs, ça me suffit pas d'avoir des coups de cœur. Moi, il faut que mon cœur, il batte, il explose, que je saigne. Voilà, d'amour avec les personnages. On va partir de la base de chez la base. Franchement, lisez ce livre, voilà. On est sur un classique de l'imaginaire. Quand on parle de cet auteur, c'est vrai que romantésie,
Ça vient pas à l'idée. Après, qualifier ce texte de romantasy, ça m'est déjà arrivé, je suis prête à emboutir quelqu'un pour ça. Mais c'est un texte où l'amour est quand même une question assez centrale. Un des enjeux est l'union de ces deux personnages, mais l'enjeu principal est surtout de défaire le maître du monde. Quand on parle de Tolkien, on n'imagine pas des relations amoureuses, mais chez Tolkien, faut savoir que dans Le Seigneur des Anneaux, dans les appendices, vous avez des très très beaux passages entre Aragorn et Arwen. Vous avez des relations sous-entendues, d'amour. Vous avez dans le Silmarillion aussi des grands amours qui sont décrits en sous-texte. L'amour n'est pas rejeté du tout chez Tolkien. Il y a un texte merveilleux chez Tolkien qui se nomme Beren et Luthien, qui est un texte, ici dans cette édition, qui est un regroupement de formes différentes de la même histoire. Cette histoire, vous la trouvez dans le Silmarillion, qui est le texte, la genèse donc du Seigneur des Anneaux, du monde de Tolkien. Ça explique comment les dieux sont venus, la quête des Silmarils, jusqu'à l'arrivée de Sauron et la quête de l'anneau. Et Beren et Luthien, ça se passe bien avant Le Seigneur des Anneaux, où vous allez suivre l'histoire de Luthien. Luthien, c'est la fille magnifique d'un elfe. Luthien, elle danse dans la forêt. Elle est tellement bonne que les oiseaux chantent autour d'elle. Et un jour, surprise, il y a Beren. Beren, c'est un humain. Il se balade en forêt, il est un peu rôdeur, je crois. Et il tombe sur Luthien et il fait « Oh putain la bonasse !» Il est en admiration sur la Lulu et il veut l'épouser, c'est la plus belle créature qu'il ait vue au monde, vraiment. Et elle, c'est réciproque, du genre Beren, c'est son gars. Et malheureusement, il y a un petit problème de taille, c'est que le père de Luthien lui dit « Oh ma cocotte, tu vas pas épouser un humain, hein. Déconne pas ici, hein. T'es trop pure pour lui. » Et Beren, comme dans la tradition, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans la tradition, même des laits de Marie de France, va être envoyé faire une quête pour épouser la jeune fille. Et la quête est toute simple, c'est-à-dire de voler des joyaux, il me semble, du Silmaril, possédés par Morgoth. Alors Morgoth, c'est le daddy de Sauron, c'est le mec le plus puissant de la Terre du Milieu. Sauron, c'est rien à côté. Et il part pour cette quête et Luthien va partir aussi sauver son bien-aimé puisqu'il va se mettre dans la merde et l'héroïne du texte, c'est la Lulu. C'est un des textes qui prouve que Tolkien il met aussi en avant les personnages féminins. Le nœud principal, ça pourrait répondre à une question de romantasy puisque le nœud, c'est épouser Luthien. Quand tu lis le texte, c'est surtout un texte d'aventure qui est là pour renverser Morgoth. Le texte est surtout une réponse de pourquoi Morgoth, il est tombé. Voilà, c'est vraiment plus dans ce sens-là qu'il faut le lire. Parce que Beren et Luthien, c'est surtout inscrit dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui est vraiment pas de la romantasy, que c'est comme si vous aviez un chapitre de ce grand texte. Moi, c'est toujours un peu comme ça que je lis les textes de Tolkien, ce sont des parties de cet univers, et cette partie est plutôt romantique, voilà. Et c'est une des plus belles romances que l'on peut lire en imaginaire, puisque c'est une romance impossible, c'est une romance qui est chantée par poème, c'est magnifique la façon dont Beren parle de Luthien et de Luthien parle de Beren. C'est un hommage de Tolkien à sa femme, donc Edith, ils étaient très 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 amoureux, et leur union a été compliquée pour X et X raisons, et Edith est décédée avant Tolkien, de problèmes de santé. Et Tolkien va faire graver sur sa tombe Beren et Luthien, voilà, leur tombe, leur amour, c'est beau. Pour moi, c'est l'idée même romantique de la culture médiévaliste, de la culture non sexualisante, de cet amour pur et beau, et de cette dévotion jusqu'où vous êtes prêt à aller pour sauver l'homme que vous aimez, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour obtenir la main de la femme que vous aimez. Voilà, il y a des enjeux. Et en même temps, ce texte, vous allez vous dire, c'est que de la romance. Pas du tout. On est sur des Luthien qui vient chanter pour endormir les créatures de Morgoth et botter le cul à Morgoth. Voilà, on est sur un texte qui, malgré un début où voilà, on est sur une quête amoureuse. C'est pas forcément ce qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la romantasy aujourd'hui en termes littéraires. La fantasy n'est qu'un prétexte pour ajouter des éléments perturbateurs à la romance. L'histoire de Beren et Luthien, c'est surtout une explication de la chute de Morgoth et comment les joyaux du Silmaril ont évolué. On va plonger dans une saga, ça fait très longtemps que je l'ai lu et ça m'avait marqué puisque là aussi, la romance est important et là aussi, on est sur une culture de « je dois sauver quelqu'un que je vais peut-être épouser ». Écrit plutôt dans une démarche de dark fantasy. Alors moi, je l'ai lu, j'avais 15-16 ans, donc forcément, j'ai une imagerie dans ma tête qui est peut-être beaucoup plus violente que le texte, ce qu'il est actuellement. Ça s'appelle Darkwood. Alors là, je vous sors
des choses qui sentent un peu, tellement c'est vieux. Donc de Simon R. Green, c'est La nuit de la lune bleue. C'est sorti en 89 et traduit en France en 2006. Voilà, donc on est sur quelque chose qui commence à se sentir le vieux papier. Une histoire assez palpitante et assez démoniaque, terrifiante. Je me souviens d'une forêt. Oh, ça m'avait foutu les jetons à l'époque. On suit ce bon vieux roi John. Le royaume est proche d'un bois qui s'appelle Noirbois. Il y a des démons qui se réunissent, c'est pas la joie. Les forces du mal commencent un petit peu à s'organiser alors que ça fait quelques siècles qu'on était plutôt pépère. Et John, il a un fils, c'est l'héritier du royaume. Et comme tout bon mec de sa génération, il doit prouver sa valeur et épouser une femme, et notamment sauver une princesse. Voilà, il doit aller sauver la princesse qu'il va épouser. On ne change pas une bonne recette. Et sauf que quand il revient pas qu'avec la princesse, c'est un peu comme l'âne dans Shrek, c'est-à-dire que il revient aussi avec le dragon qui protégeait la princesse. Et au-delà de ça, la princesse et lui vont défendre cette forêt, et on n'est pas sur une princesse qui fait la fenêtre, non, la nana, elle casse des gueules, voilà. Et dans le tome 2, ils vont même décider de devenir garde pour une ville, voilà, donc c'est un couple, voilà, qui va se former dans ce premier tome, et ensuite on va suivre ses aventures, c'est surtout de l'épique, de la baston, voilà. Pour le coup, il y a le côté un peu romantique, un peu humoristique, je me souviens dans le temps, et casser les genres, parce qu'on remet les choses en 2006, c'est pas toujours très présent, les femmes un peu badass. L'histoire majoritaire, c'est pour ça qu'on est sur de la fantasy, c'est surtout un mec qui va devoir défendre un bois, voilà, qui est peuplé de démons et qui risque de dévorer le monde. Voilà, donc c'est ça l'essentiel, et après tu as une romance, et la romance est loin d'être le cœur du récit, voilà, on avance, on n'est pas sur les héros qui ne sont là que pour se mettre ensemble, on est sur de l'épique, et leur but, c'est de botter le cul du prince démon, et ils y vont avec grand plaisir. Et un peu de bastonnade, ça fait du bien, et dans ce genre-ci, qui est plutôt la fantasy belliqueuse, dark fantasy, l'amour, c'est une question présente. Une histoire d'amour ne qualifie pas forcément un texte de romantaisie. Je vous prends Gemmel parce que c'est un peu un exemple. Dans Druss la légende, donc dans le premier texte qui est Druss, où on raconte la genèse de ce héros de guerre, le texte va annoncer que la femme de Druss va être capturée et qu'il va essayer de la chercher. C'est surtout un prétexte pour Druss, il casse des gueules, voilà. Et donc la romance, elle est très peu présente et elle est catastrophique dedans. Sa femme, elle veut plus de lui. Mais là, c'est un peu pareil. Même dans la fantasy belliqueuse qui sort aujourd'hui, il y a quasiment toujours des histoires d'amour en sous-fond. À rejoindre les terres celtes. Dans ce texte-ci, on est sur un parti pris de « je raconte une légende ». C'est un narrateur qui va vous raconter une histoire et vous allez découvrir qui est le narrateur à la fin. Et ça fait tout le sel du roman. Dans Le Chant des géants de David Brie, vous avez donc une histoire terrible. Voilà, terrible. On va être sur une histoire d'héritage, de trahison, et malheureusement de meufs qui attirent plusieurs mecs à la fois, et ça crée le bordel. Voilà. Alors, on est dans Le Chant des géants sur des légendes où des géants vivraient dans ce monde-ci. On va suivre des héritiers donc d'un clan dont la mort du père va provoquer donc une transmission de lignage. Le récit va s'étaler sur plusieurs périodes. Il est tombé en admiration devant une fille qui s'est présentée au royaume, qui est la fille d'un seigneur lointain bien moins riche. Il est à fond sur cette nana, jusqu'au moment où son frère va hériter de la couronne et va épouser cette dernière. La fille n'a vraiment pas tellement le choix parce qu'on est dans une société très patriarcale. Le mec le vit un peu mal, voilà, comprenons-le, et va s'enfermer sur lui-même tout en ayant un lien avec un objet qui risque de faire revenir les géants dans un monde de guerre de clans, et où son frère perd un peu les pédales, voilà, face à un géant qui a l'air de le manipuler aussi. C'est de la fantasy celte où le sujet principal va être le fait de se battre entre frères pour une même couronne, et le fait de se battre contre des géants qui risquent de manipuler le royaume en place. Il en reste qu'un des nœuds principaux de ce récit, c'est le fait que le mec est jaloux que son frère ait épousé sa donzelle, voilà. Et cette jeune femme, elle va être fascinée par cet homme un petit peu plus jeune que son mari, va être fascinée par cet homme qu'elle a toujours admiré d'une certaine manière. Ils vont tomber amoureux. Ça va pas arranger les affaires du royaume. Voilà. Donc là, on va voir quand même une partie non négligeable de romance dans le texte, mais une romance qui tire plus sur un texte tragique. La fin est terrible. Voilà. C'est un texte qui est sans concession, malgré une teneur qui rappelle peut-être un peu la littérature young adulte sur l'écriture, sur le fait que c'est pas un texte difficile à lire. Il y a des scènes, notamment avec des enfants et tout, t'es en mode what the fuck, vraiment. Et jusqu'à un bouleversement final qui vraiment donne du corps au récit. C'est vrai que moi, la première partie, j'étais pas forcément très emballée, et après,
J'étais en mode waouh. La relation ici, on va parler de l'amour impossible et de l'amour transgressif et aussi d'une notion quand même assez importante sur le mariage forcé. Et pour une fois, les femmes ne sont pas que des objets de respect, de il y a mon époux et tout. Non, là, elle voit un beau gosse, elle se dit putain, pourquoi j'ai épousé l'aîné, voilà. Et le narrateur parle avant tout que c'est un récit qui parle de la guerre et ensuite des amours. Donc c'est un thème. C'est pas le noyau principal du texte, mais dans celui-ci, vous allez vraiment avoir énormément de références à cette rencontre, et cette rencontre va être un des éléments qui va faire basculer le récit, va même bouleverser l'histoire d'une certaine manière. Donc le chant des géants, c'est accessible, c'est vraiment un des textes où je pense que la romance est le plus présent, et c'est un texte qui saura convaincre par le fait que les personnages, la situation est horrible, qu'on joue avec l'impossibilité d'une union et que l'amour traverse tout. Voilà, donc un discours un petit peu optimiste avec des personnages qui sont quand même intéressants et subtils dans leur écriture, puisqu'on n'est pas forcément que sur des clichés. Là, on monte dans le nord chez nos amis, donc les dieux nordiques, avec un texte qui parle d'amour. Là, c'est peut-être le texte le plus triste que j'ai à vous présenter. Vous allez suivre dans Les Amants de Ragnarok, donc de Jean-Laurent Del Socorro chez Albin Michel, le fait que le Ragnarok approche, et on suit une figure pas forcément très très connue, c'est Ryan Saxa, qui est une déesse épouse de Thor, voilà, dans certaines mythologies, parce que Thor, il est aussi l'époux de Sif, voilà, c'est un peu compliqué, mais dans certaines lectures, c'est une de ses épouses. Et cette femme, en fait, elle est au pied de l'arbre Yggdrasil, donc l'arbre monde. Son but, c'est d'ensevelir les corps. Elle a tout un rôle mortuaire. Elle est un peu dans le même domaine que les normes. Et notre chère amie va voir le dieu qu'elle aime s'éteindre au fur et à mesure que le monde est en train de mourir, et partir pour une quête pour essayer de le sauver. Skald, donc, qui part rendre hommage et va traverser littéralement la mort pour voir la femme qu'elle aime, donc une guerrière qui est morte sur le champ de bataille. Donc c'est une histoire qui parle d'amour et où l'amour est central. Le thème reste quand même le Ragnarok, et surtout au-delà de l'amour, c'est pas la relation amoureuse qui est jouée, c'est plutôt le deuil, voilà, qui est mis en avant. Le deuil est plus important dans le texte que la relation amoureuse, même si le deuil sert la relation amoureuse. C'est un texte qui se veut quand même assez épique, avec une profusion de héros et de légendes qui sont remis au goût du jour, sous un angle soit différent, soit même en mettant des personnes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. On n'est pas forcément que sur des clichés Marvel que vous avez l'habitude de regarder chez les Nordiques. C'est le fait de tourner la page aussi. Ouais, il y a ce truc de tourner la page de l'amour. C'est un texte magnifique sur ces questions-ci. Alors, c'est pas toujours un texte à lire dans certaines conditions de vie, hein. Je doute bien qu'il faut quand même être un petit peu joyeux quand on le lit. Celui-ci, c'est le texte qui parle le plus d'amour, je pense, mais pas au sens que la romantaisie désigne, c'est-à-dire que c'est pas le sentiment amoureux, c'est pas la réunion amoureuse, c'est le désespoir de la perte de l'être aimé. Et c'est un texte qui prépare aussi tous les gens qui savent auparavant que leur être cher va partir, et tous les processus du deuil en clair qui vont passer par là, tout en parlant de tristesse mythologique, parce que la mythologie nordique c'est très cruel, et il y a des choses horribles qui se passent, ce qui fait que dans ces mythologies-ci, les gens ne vont pas forcément dans ce qui est l'équivalent du paradis, au même endroit en fonction de qui ils sont, et voilà, c'est un roman de la perte. Allez, et enfin, là on descend en Russie. Alors préparez-vous, parce que ce texte pour moi c'est le meilleur texte de ces dernières années qui aborde une romance. C'est un texte extraordinaire. Quand la romantaisie a pris la place sur le marché, même si elle existe depuis bien longtemps avec la beatlit et tout ça, je pensais sincèrement au fond de mon cœur que la romantaisie serait de cette qualité-là, en mettant plus en avant le couple que dans cet univers-là, qu'on allait avoir des textes comme ça qui te font sentir des sentiments de fascination qui sont hyper bien travaillés. Et je vous parle de L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden. Alors, c'est une trilogie extraordinaire, donc qui s'inspire des contes russes et slaves. Vous allez suivre donc une petite fille au début du récit qui s'appelle Vassia. Vassia, elle a un don un peu extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle vient d'une famille de nobles, et c'est la dernière née. Sa maman est décédée, donc elle est élevée par d'autres personnes. Et Vassia, elle a un lien avec les créatures du froid, les créatures de l'extraordinaire, voilà, les créatures fantastiques. Et elle va surtout nouer un lien avec une sorte de dieu
alors qu'en parallèle, il y a un prêtre qui arrive dans son village pour un peu orthodoxiser tout ça, profiter du fait que la nouvelle femme du père de Vassia a envie d'un peu de se débarrasser de la gamine, et puis surtout de tous ces préjudices-là pour la marier au plus tôt et qu'elle rentre dans son rôle de femme. Alors c'est un texte merveilleux sur la condition des femmes, c'est d'une beauté au niveau du style et des descriptions, et c'est très emprunté de l'histoire de Russie, avec dans le 3e tome par exemple un événement tragique qui s'est passé en Russie. Donc là, c'est épique, c'est vraiment féministe, c'est trop cool. Ce texte a que des superlatifs pour moi, vraiment coup de cœur. Mais il y a un truc qui est pépite dans le texte, c'est qu'il y a une relation amoureuse qui va se nouer au fur et à mesure que Vassia va grandir, puisque je crois que dans le 3e tome, Vassia a bien une vingtaine d'années passées. La créature qu'elle a rencontrée quand elle était enfant, qui est un peu un équivalent du dieu de l'hiver, faut vous imaginer un dieu qui fait un peu peur, quoi. Vraiment pas du Jack Frost et ce genre de choses. On est sur un quelqu'un de très puissant, qui prend une forme un peu particulière, et qui va se fasciner pour cette jeune fille aux dons particuliers. Et il y a une sorte de relation fascination. Je dirais pas que c'est érotico, mais il y a ce truc de chaque geste qui est fait entre les personnages, comme c'est pas super présent dans le texte, c'est hyper important parce que toutes les scènes que l'on pourrait qualifier de romance, elles sont bien calibrées, elles sont fascinantes, et c'est gênant aussi parce que c'est une romance avec une créature qui est plus que centenaire, et ça pose même ces questions-là où lui sait très bien que ça posera des problèmes déjà physiques, mais aussi que ça posera des problèmes. Vassia, c'est encore une jeune fille. Et donc il y a le mec qui est très au courant, et la situation romantise sans romantiser ça, c'est qu'elle pose aussi les problèmes et dénonce aussi un petit peu ça. Mais notamment dans le tome 2 et dans le tome 3, il y a vraiment des scènes de tension entre les deux, où toi en tant que lecteur, t'es en mode... Voilà, donc c'est vrai, et c'est fascinant la façon dont c'est fait, parce qu'en fait il y a une espèce de... je dirais de douceur et en même temps de réalisme, je trouve, sur l'attirance des personnages, et on le ressent. Tu vois, vraiment, moi, je trouve que elle est hyper bien réussie là-dessus, parce que c'est un peu un rapport créature-personnage, en créature humanoïde. Et pour avoir lu quand même quelques textes de romantaisie, tous les textes entre les humains et autres créatures, il n'y a jamais ce truc de fascination qui est aussi bien maîtrisé. Vraiment. Et ça donne des scènes vraiment belles, et à la fois le peu de scènes qui peuvent être un peu sulfureuses, si je peux me permettre, elles sont vraiment bien écrites. Et c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on a un style littéraire qui est très présent, et que c'est maîtrisé en fait, c'est vraiment maîtrisé. Et vraiment, si vous avez une romantaisie qui est un peu dans le même style que L'Ours et le Rossignol, et qui est aussi bien écrite, allez-y, parce que franchement... conseillez-les-moi, parce que c'est ce que je cherche. Mais en soi, quand j'ai fermé le livre, quand je lisais le livre, je me suis dit, merde, c'est ça que je cherche en romance. Tu vois, c'est ce truc de... c'est beau, quoi. C'est beau, c'est fascinant. À la fois, c'est impossible, et ça joue aussi avec le tabou. En même temps, ça ne justifie pas que Vassia ne soit que l'élément amoureux, et qu'elle ne se batte que par amour, ou que pour finir avec son amour. Genre, elle se bat pour sa vie et pour son pays. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de montrer que l'amour, c'est pas non plus central à tout, et que dans ces contextes de guerre, c'est quand même beaucoup plus crédible que les gens se battent pour leur liberté ou leur pays, que pour le go qu'ils ont rentré il y a 3 mois. Donc c'est ça qui est vraiment pertinent dans le texte. Et sur ce, n'hésitez pas. Alors là, j'ai fait qu'une petite sélection, parce que comme je vous dis, de l'amour, il y en a dans presque tous les textes d'imaginaire. Vous pouvez trouver de la romance tout en ayant un univers de fantasy construit, et aussi des textes qui vous apporteront autre chose que l'union de 2 personnages. Et forcément, si vous cherchez des textes aussi où il n'y a pas trop de bang-bang, voilà, là-dessus, ce n'est pas que coucherie, il y a autre chose aussi dans le texte. Et l'année prochaine, on critiquera sûrement d'autres problèmes de représentation amoureuse dans l'imaginaire. Je vous laisse vous reporter sur la chaîne au mois de février pendant 5 ans. Il y a toujours eu des vidéos sur la romance ou la figure romantique en imaginaire. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.